RDS et Valcourt présente le petit paquet. Hey! Allô les garçons! Allô. Salut François, salut Stéphane, salut tout le monde à la maison qui nous écoute comme à chaque 2 semaines. Hein. Évidemment, j'ai bien confiance que tout le monde a retrouvé ses bonnes vieilles habitudes. Mathieu, t'as l'air frais comme une rose. Ah, oui, ben le café est en train de kick in présentement. Là. Toujours Et jaloux, moi, de Stéphane, ces on dirait que t'es rendu à 75 ans. C'est à peu près une bonne approximation. 75 going on 85. Tu vas être en train de boire son café présentement, ça risque de rentrer la caféine d'ici mettons, une demi-heure. Là. Il va avoir une bonne fin de show. C'est mon troisième. Oh! OK, j'ai rien dit d'abord. C'est ça. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire avec ça. Messieurs, on va parler de Hell in a Cell. C'était le pay-per-view en fait la semaine passée. C'est très positif dans l'ensemble. Je veux juste vous amener ailleurs pour commencer parce que à chaque fois que ce Chris de compagnie-là fait quelque chose de positif, elle trouve toujours le moyen de nous donner du jus pour que le négatif passe par-dessus. Là, cette semaine, hier, en fait, pour être précis, on en avait entendu parler depuis un petit bout, mais là, la WWE a finalement mis en action là, sa nouvelle politique sur les streams pour les lutteurs. Là, on parle de Mixer, on parle de Twitch, de Cameo. Là, hier, la plupart des lutteurs qui en avaient encore un l'ont fermé. Paige était pratiquement en larmes sur son stream en disant, tu sais, j'ai brisé mon cou 2 fucking fois pour cette compagnie-là. Je suis pas une lutteuse active. Et là, non seulement on me ferme ça, qui est une source de revenus, mais qui est une source de communauté et de contact avec les gens. On apprend aussi aujourd'hui que la WWE a fait plus d'argent présentement en 2020 que dans n'importe quelle année. Ils trouvent là toujours le moyen de nous rendre ça difficile, les amis. Ces hosties-là, excusez. C'est clair. Tu sais, en plus, bon, non seulement le témoignage de Paige semblait très, très touchant. J'en ai juste vu une version écrite, là, parce que je pense pas qu'il y a d'archives vidéo qui existent de ces streams-là, ou si c'est le cas, en tout cas, je sais pas où les trouver, mais bon, j'ai lu son témoignage, puis tu as réutilisé le mot fucking. Elle-même ne s'est pas gênée pour l'utiliser après 48 fois, parce que je pense qu'elle a appris en plein milieu d'une diffusion en direct que officiellement, là, à partir de comme maintenant ou presque, son stream serait fermé. Puis en plus, elle, c'est ça, elle n'a pas la possibilité d'être énergisée par la foule ou par la performance dans le ring depuis 1 an. Ça fait 1 an qu'on ne l'a pas utilisé à la télé. Puis on se souviendra, il y a de cela peut-être 1 an et demi à peu près, on lui avait dit, ben là, tu as un nouveau rôle désormais, tu vas être la General Manager de SmackDown. Fait que là, elle pouvait avoir eu un petit peu d'espoir avec ça. Puis finalement, on l'a simplement tassé. Elle n'a presque pas agi dans ce rôle-là. Elle avait été utilisée aussi un petit peu comme la manager des Kabuki Warriors. Puis ça aussi, bon, ça c'est pas allé vraiment nulle part. Et ce que j'ai aimé ou ce qui m'a intéressé du moins en plus dans ce que Paige avait à dire par rapport à ça, c'est que je crois pas que c'est la première fois qu'elle l'évoquait, mais là ça été fait d'une façon un petit peu plus appuyée. Elle disait je commence à m'informer de plus en plus sur les marches à suivre pour syndicaliser pour syndiquer en fait notre groupe de travailleurs. Bon évidemment c'est un sujet qui m'a quand même intéressé pendant un petit bout de temps. J'en ai fait le sujet de mon livre, mais j'aime ça à chaque fois quand on voit que la réalité rattrape la fiction comme ça. Il y avait eu d'autres tentatives de syndicalisation de la WWE par le passé, mais Hulk Hogan notamment avait fait planter ça. C'était quoi? C'était Jesse Ventura, je pense, qui était à la base de cette première entreprise-là. Ça avait fait patate. Par exemple, d'un point de vue stratégique, c'est pas très intelligent de la part de Paige de dévoiler ses plans au grand jour comme ça. Tu sais, quand il y a des employés qui veulent se syndiquer, c'est mieux d'attendre d'avoir vraiment les employés qui sont organisés avant de montrer tes cartes. Mais quand même, est-ce que c'est quelque chose qui va faire changer la situation des travailleurs à la WWE? J'en doute, mais je peux espérer quand même. C'est ça qui est décevant, c'est que, tu sais, d'un point de vue business, tu peux comprendre la WWE, à la limite, de vouloir protéger ses acquis et ses droits d'auteur et tout ça. Mais c'est le point de vue humain qui est toujours... C'est toujours un angle mort gros comme le bras, tu sais. On le sait que c'était payant aller à Dubaï puis aux Émirats arabes, mais
d'un point de vue humain, c'était toujours de la boîte. Fait que tu sais, c'est toujours business, argent 1, puis là, l'argent rentre comme de l'eau parce qu'il n'y a plus de dépenses. Et côté humain 2, mais si t'as pas les humains, si t'as pas les lutteurs, tu peux pas faire rouler ta business. Puis c'est ça l'handicap de la WWE, c'est que la business roule tout le temps. Peu importe à quel point ils maltraitent, il y a des, tu sais, on les compte plus, là, les blessures qui ont été mal gérées, les retraites qui ont été mal gérées, tout l'aspect santé mentale, l'aspect sécurité financière. Puis là, ce côté-là qui est juste propriété intellectuelle, c'est juste... Comment dire? C'est une espèce de belle représentation aussi que on est dans un monde qui est géré par des grosses corporations et on peut comme pas s'en sortir. Tu sais, toutes les affaires qu'on aime sont à peu près en dessous d'un chapiteau corporatif qui est répréhensible. Puis la lutte, n'en fait malheureusement pas exception. C'est ça, je t'arrête de donner du lousse, ça, là, mais tu sais, c'est pas un mal, forcément, mais tu sais, c'est que ça dépasse nos jobs, puis la lutte, c'est nos téléphones cellulaires, c'est les médias sociaux, c'est tout ça. On a tendance à oublier l'aspect business parce qu'on est diverti, mais il y a toujours quelqu'un, à quelque part, qui se fait de l'argent avec ce qui nous amuse. Puis malheureusement, quand quelqu'un fait de l'argent, c'est parce que d'autres personnes en souffrent ou vont être pénalisées par l'équation. Puis là, on a des démonstrations concrètes que les affaires vont super bien à la WWE, mais t'as quand même des gens qui en arrachent parce que les affaires vont bien. Donc, ça donne même plus envie de les encourager. Je suis un peu tanné. Donc, on va regarder s'il nous reste encore des viewers qui ne sont pas allés se couper, mais en attendant, Mathieu, oui, je te laisse compléter. Ben, c'est juste, peut-être que j'avais mal compris initialement, mais évidemment, la première fois qu'on a entendu parler de cette volonté-là de la part de la WWE de fermer ces streams-là qui étaient animés par certains de ses employés, il me semble que la WWE s'était un peu justifiée en disant on va fermer les streams pour les lutteurs, en fait, qui utilisent leur personnage qui nous appartient. Donc, tu sais, comme AJ Styles, c'est pas son vrai nom, AJ Styles, c'est Alan Jones quelque chose, là, me semble, là, mais tu sais, mettons qui fait son stream sur le nom d'AJ Styles, ça, à la limite, peut-être que la WWE pourrait avoir un argument ou il pourrait demander de changer son nom, mais il me semble que Paige, désormais, elle streamait sous le nom de Saraya. Donc, il y avait plus comme de façon officielle un lien entre ce qu'elle faisait elle-même dans son temps libre à elle et le lien d'emploi qu'elle unissait à la WWE. Là. Elle faisait pas ses streams Twitch comme représentante de la WWE en tant que le personnage Paige, là, du moins il me semble. Là. Comme je disais, j'ai jamais regardé ces streams-là, mais c'est ça aussi qui est problématique, c'est que c'est comme si quand tu es employé de la WWE, c'est non seulement tes heures de travail où tu fais avancer les histoires qui appartiennent à la WWE, mais c'est ta vie au complet qui appartient à la WWE, et ça, c'est très problématique. C'est exactement ça. Puis, tu sais, Paige, comme tu dis, elle le faisait sur son vrai nom, puis là, c'est que, ce qu'on leur dit, c'est que, là, tu sais, les lutteurs ont ce qu'ils appellent un downside, là, je pense que c'est un montant comme minimum, entre guillemets, qui leur est donné dans l'année, puis après ça, sont payés en extra d'utilisation, si je comprends bien. Puis là, on leur dit, tout l'argent que vous faites là-dedans, ça compte pour le downside. Ça veut dire qu'on va... C'est juste une manière, encore, là, de sauver des scènes, puis ça look tellement greedy, puis c'est là. Puis si vous ne l'aviez pas suivi, l'histoire à l'époque, tout ça rappelle aussi, tu sais, le fameux procès d'Hulk Hogan à l'époque contre Gawker à cause de son sextape qui était sorti, tout ça. Un des points principaux, c'était de faire la séparation entre Hulk Hogan, l'homme, et Terry Bollea, la vraie personne. Et un des points de litige, c'est que sans Hulk Hogan, Terry Bollea n'aurait pas de notoriété, mais sans Terry Bollea, Hulk Hogan n'existerait pas. Fait que là, t'es un peu dans la dynamique où, tu sais, mettons, Saraya, son nom de famille. C'est que ça devient surréaliste parce que oui, sans la WWE, ils n'ont pas leur communauté, mais sans leur existence au préalable, ils n'ont pas cet apport-là qu'ils ont dans la WWE. Puis dans le cas d'Hogan, ce qui était particulièrement drôle, c'est qu'il est obligé de parler de son pénis à la troisième personne. Parce que la défense de Gawker, c'est que Hulk Hogan est une personnalité publique, donc il pouvait le diffuser.
Donc, il disait que le pénis d'Hulk Hogan est la propriété publique. Puis Terry Bollea était comme, ouais, mais non, c'est ma vie intime, c'est le pénis de Terry Bollea. Donc, tu sais, honnêtement, c'est encore sur Netflix, là, c'est je me souviens plus quelque chose de Hulk Hogan, c'est écœurant. C'est 1h30 de malaise. Ouais, ça, c'est 1h30 de malaise et d'exemple aussi de grosses corporations, parce que Gawker a fini par être obligé de fermer, parce que Hogan s'est backé avec du monde très très riche pour les écraser. Donc Vince, c'est un peu ça qu'il fait, c'est de créer le précédent que il envoie le message à ses lutteurs que sans moi, vous n'existez pas. Alors que toutes les plateformes numériques, justement, permettent à l'individu d'avoir des passe-temps, une vie à l'extérieur de son travail, ce que tout le monde a besoin pour être sain d'esprit. Là, je pense que si on est obligé d'être connecté à notre travail tout le temps, on virerait fou. Donc, c'est d'enlever cette humanité-là et de faire des scènes où ce que tu n'as pas besoin d'en faire. Tu en as plein. Tu n'as pas besoin de gratter le tiroir pour 5% de plus de gross revenue sur ton trimestre. Là. C'est ridicule. Mais bon, on va... Qu'est-ce que tu veux? Faut vivre avec. On va passer au prochain sujet. By the way, Stéphane, je ne sais pas où tu te places politiquement à côté de tes opinions, là, mais présentement, je pense que tu pourrais t'en aller un petit peu plus vers la droite. Je ne sais pas si tu comprends le message. Là. Je suis de plus en plus libertarien. Ouais, je sais, mais j'aimerais bien ça que tu sois plus centré dans tes opinions et dans la shot. Merci. Bon, là, on voit déjà le chiffre de tes opinions qui s'est fait. Là. C'est quand je m'emporte. On a vu une différence. Pour ceux qui écoutent la version audio, ils comprendront rien. C'est pas grave. Hey, LNSL, globalement, un bon pay-per-view. Sasha Banks et Bayley, c'est le meilleur combat féminin depuis Sasha Bayley à NXT TakeOver il y a 4 ans, je pense. On peut aller là. Pas le choix, je pense. Ben oui, je suis d'accord. J'ai même l'impression que c'est mon combat préféré. C'est le moment où vous dites vos opinions, là. C'est pas juste d'accord, vous parliez, là. Ben, j'ai même, en tout cas, c'est sûr que cette année, bon, avec le confinement, j'ai écouté moins de lutte que dans les dernières années, mais je me souviens pas, depuis WrestleMania, là, qui est comme le début de l'année de lutte, un aussi bon match à la WWE que celui-là. Puis en plus, c'est que ce que j'ai trouvé encore plus impressionnant, c'est que le gala LNSL avait ouvert avec Reigns Uso, qui déjà était excellent. Là. J'allais dire phénoménal, peut-être que j'exagérais un peu, mais c'était vraiment un excellent match, encore une fois, d'un point de vue de storytelling. Puis là, je me suis dit, hey boy, pauvres autres lutteurs qui vont suivre dans la carte, ça va être difficile de topper un match avec cette intensité-là, avec cette charge émotive. Le match qui a immédiatement suivi, là, je me souviens même plus, je pense que c'était LIS, là, en tout cas ça, on l'a oublié immédiatement, mais juste après, c'était Sasha puis Bayley, puis ils ont été encore meilleurs. Il y a eu Miz contre Otis avant. Ah, OK, bon, c'est ça. Mais encore, bon, ça, dans le fond, on y reviendra tantôt parce que c'était quand même intéressant ce qu'ils ont fait avec. Mais quand même, le match lui-même était pas bon. Là. C'est plus le résultat de Otis Miz qui était intéressant. Mais voilà, Bayley puis Sasha, je pense le meilleur match LNSL. Non seulement le meilleur match des féminins depuis leur affrontement mythique à NXT TakeOver, mais c'était un des meilleurs matchs LNSL en général depuis plusieurs années, selon moi. Et puis ça m'impressionne à quel point, à chaque fois qu'un gala LNSL est sur le point de commencer, je me dis, bon, on a tous vu les spots possibles dans cette cage-là. Là. Ils ont tout fait au cours des dernières années, mais non, ils réussissent à faire preuve d'inventivité, puis à réinventer des manières d'utiliser la structure. Et donc, c'est ça, toute la progression du match était excellente, le finish était excellent, avec un beau rappel justement de la fin de leur match mythique à Brooklyn, là, avec le Bank Statement, puis Bayley, puis Sasha Banks qui tape sur la main. En tout cas, il y avait comme un rappel d'un moment clé de ce match-là, puis que j'étais vraiment enchanté, j'étais quasiment engourdi à la fin du match, tellement là, j'étais investi émotivement dans ce qu'ils nous ont fait, donc bravo, puis ça fait du bien de voir Sasha championne. Espérons qu'elle va le rester plus que 2 semaines maintenant. Puis tu sais, c'est nono, ça semble évident, mais c'est un exemple concret de pourquoi tu fais du booking à long terme avec des gens qui se côtoient et se connaissent. Ça fait plus ou moins 1 an là, que Bayley et Sasha sont en partenariat, je suis en train de faire équipe, association.
Donc, on le savait qu'éventuellement, ça serait pour avoir un combat comme ça. Et ils l'ont pas brûlé. T'sais, ils l'ont pas fait à SmackDown 3 fois dans 3 variations différentes. Ils ont fait un clash Hell in a Cell avec un gros build-up puis 2 super bonnes lutteuses qui attendaient ce moment-là pour se dire « Hey, c'est notre chance, on va la crisser d'un gradin le plus fort qu'on peut. » Et quand tu le dis à voix haute, ça semble juste évident de bien faire les choses donne de belles choses. Mais c'est exactement ça qui s'est passé. Et Sasha et Bayley, justement, on avait le plan qu'à Brooklyn, ils l'avaient déjà fait et ils avaient déjà volé le show. Donc, on le savait que si on leur donnait la plateforme pour le faire, allait voler le show. Il fallait juste le faire au bon moment. On pensait tous que ça allait être un petit peu plus tard parce que l'angle avec Sasha, on pensait qu'il jouerait la blessure plus longtemps. Finalement, ça me dérange même plus parce qu'ils ont quand même trouvé une façon de le jouer juste assez longtemps pour que ça devienne crédible, pour que Sasha soit en péril avant même que le combat soit commencé parce qu'elle avait de la misère avec son coup. Et c'est un bon moment aussi parce que ça l'a pas terni le règne de Bayley parce que même en perdant, c'est quand même un règne de 430 jours, au-dessus de 1 an et des poussières. Pour elle, c'est un moment pivot de sa carrière. C'était le passage heel, c'est le gros règne. Donc, terminer son règne avec une excellente rivalité et probablement le combat de l'année à la WWE ou au moins top 3 si on enlève les aventures de storytelling. Tu sais, combat lutte brute, ça va être difficile d'égaliser ça. Donc, Bayley perd rien. Oui, elle a perdu son combat, son championnat, mais elle perd 0 de momentum. Elle peut rebondir après ça puis faire plein d'affaires avec ça. Sasha, si on lui donne un push sérieux, en sort ultra gagnante. Et au final, c'est juste la division féminine qui en sort ultra gagnante parce qu'après, tu peux avoir deux chemins différents avec ces deux-là sans qu'ils se croisent pour alimenter tout le monde. Donc, honnêtement, tu sais, je disais tantôt, là, je suis tanné de les encourager puis c'est difficile de les aimer. Mais ils sont encore capables de faire de la bonne lutte pareil. Ils ont encore cet ADN-là que on sait c'est quoi de la lutte, on comprend le médium, on sait comment le raconter. Il faut donner l'occasion aux filles de le faire parce qu'ils le font pas assez souvent. Puis là, Sasha et Bayley, ils ont gagné la semaine, la fin de semaine, le mois. Name it. Si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez pas regarder LNSL au complet, prenez juste le 25 minutes que ça va vous prendre pour regarder ça parce que vous voulez les entrées, vous voulez la fin. Et comme j'ai dit tantôt en 2 phrases, pourquoi ça n'a pas fermé le show, ça, déjà? Pourquoi c'est pas le moment final, générique, the end? Allez, go. Parce que, bon, on est pogné dans cette maudite nouvelle tendance-là où, parce que le pay-per-view s'appelle LNSL, on bourre le pay-per-view de LNSL. Le premier, celui de Roman avec Jay, comme tu l'as dit, c'était surtout de toute façon un fight de storyline. Ça a été super efficace. Roman a montré qu'il peut acter. On continue cette storyline-là dans la bonne direction. Là, tu as un match ensuite qui a réellement d'affaires à être dans un Hell in a Cell parce que Bayley et Sasha ont un build-up. Il y a quelque chose qui... Puis là, ben, c'est ça. Après ça, on renvoie Orton et Drew. Au-delà du fait que c'est un 3e match de Hell in a Cell dans la soirée, que c'est comme ça fait beaucoup. Au-delà du fait que, bon, Drew a pris la chute, la fameuse chute de la cage au travers de la table, mais ça, rendu là, c'est juste de la redite. On l'a vu une dizaine de fois, c'est plus spécial. Puis là, Randy Orton est encore champion du monde à WWE. Ça me dérange pas tant, par exemple. C'est juste 3 mois trop tard, mais ça me dérange pas tant. Okay. Non, il y a eu une grosse année, Randy. Puis, je suis d'accord que spot de Drew... Vas-y. Non, mais je suis d'accord que Randy Orton avait eu une excellente année. Puis, en fait, étant donné qu'ils ont mis le match de Bayley-Sasha aussitôt sur la carte et qu'il y avait déjà eu le match de Roman Reigns puis de Jey Uso, là, on savait que ça allait être Drew McIntyre puis Randy Orton qui allait finir le gala, mais il ne faut pas oublier que c'était leur 3e affrontement dans le cadre d'un pay-per-view. Donc, presque automatiquement, en voyant là, la toune de Sasha Banks qui annonçait ce match-là en premier tiers de carte, je me suis dit, s'ils font les filles là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le match final. Puis on pouvait quasiment déjà
déjà savoir que Randy Orton allait sortir avec le titre. Aussi, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'étirer encore cette rivalité-là. Moi, je pensais qu'après le match d'ambulance lors du dernier pay-per-view qu'il y avait eu, bon, il n'était pas pour continuer la rivalité, mais là, étant donné qu'ils ont décidé de rajouter quelques semaines, c'était pas juste pour le plaisir d'encore les faire s'affronter. Il fallait qu'il y ait un payoff en bout de ligne. Et donc, comme Stéphane l'a dit, je pense que Randy Orton, on a parlé beaucoup contre lui au cours des dernières années parce qu'on avait tendance parfois à le trouver paresseux un petit peu, sauf que je crois que 2020 aura été une excellente année pour lui. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas senti aussi investi dans ses histoires. Il était vraiment intense. On n'oublie pas, oui, cette rivalité-là avec Drew McIntyre, mais ça suivait sa rivalité avec Edge qui avait donné également le match à WrestleMania en tant que tel n'était pas à la hauteur des attentes, là, où il se promenait dans le Performance Center, mais il avait fait là, un match qui s'était présenté comme étant the greatest wrestling match ever. On trouvait ça un petit peu drôle là, comme concept, mais en bout de ligne, on s'en souviendra que ça avait été effectivement un excellent match de lutte. Donc, on sent que Randy Orton est au sommet de sa forme. Et voilà, ça fait en sorte que là, il est rendu à son 14e règne de champion. Donc, tu sais, je pense que c'est quand même intéressant et intelligent de la part de la WWE de nous permettre de croire qu'il pourrait menacer là, les records actuels, ceux de John Cena et de Ric Flair. Ça donne une raison de s'intéresser à cette histoire-là. Je ne sais pas à quel point il va rester champion longtemps, mais le fait de lui donner la ceinture, ça me paraissait intéressant. Puis surtout qu'on dirait que tout était bien planifié. Tout de suite après qu'il gagne son championnat, il y a un documentaire après ça sur le network, donc la rivalité Undertaker-Randy Orton. Là, je me suis dit, tant qu'à être devant ma TV, je vais écouter ça. Le documentaire était très bon, puis ça a fait en sorte que ça m'a permis d'apprécier encore plus le travail de Randy Orton dans le passé. C'est une période que j'avais moins connue, donc ça m'a aidé à faire la paix avec le fait que c'était lui désormais notre champion. Mais sinon, le match en tant que tel, c'est vrai que la cage ne servait pas à grand-chose. La seule utilisation qu'ils ont fait de la cage, c'était monter sur le top juste pour pouvoir se pitcher du milieu de la cage après ça en descendant, mais ça n'a pas vraiment été un pivot essentiel là, dans l'histoire racontée dans le match. Donc oui, peut-être que ce prop-là n'a pas été utilisé à sa juste valeur. Les rumeurs l'envoient jusqu'à Mania, peut-être comme champion, pour un affrontement justement avec Edge. Stéphane, as-tu d'autres choses à rajouter là-dessus ou j'enchaîne? Non, tu peux enchaîner. Je pense que c'était pas mal ça. C'était efficace, mais c'était rien de spectaculaire. Mathieu Miz a battu Otis pour obtenir la mallette de Money in the Bank. Tu avais des opinions là-dessus? J'ai pas une grosse opinion. J'avoue que aussi dans les derniers mois, j'ai plus privilégié Raw que SmackDown. Donc, j'ai pas vu toutes les étapes de l'histoire de Otis avec sa mallette Money in the Bank. Là, j'ai vu qu'il était rendu avec une boîte à lunch Money in the Bank. Je fais bon, OK, il faut qu'il trouve des façons de vendre la merch. Sauf que je pense que tout le monde s'entend pour dire que Otis, à ce point-là de sa carrière, n'était pas véritablement... il n'est pas rendu au point où il pourrait faire un champion du monde crédible. Et surtout que dans les dernières années, ça fait longtemps en fait qu'on n'a pas eu une utilisation vraiment efficace de la mallette Money in the Bank. On se souviendra, il y a Baron Corbin qui n'a pas réussi à cash in. Braun Strowman, il avait utilisé sa mallette pour organiser un match qu'il n'a pas gagné. Sinon, tu avais eu Brock Lesnar qui avait eu la mallette, mais on s'entend que Brock Lesnar n'avait pas besoin de mallette pour redevenir champion du monde. Et là, d'avoir Otis comme propriétaire de la mallette, ça faisait en sorte, que j'avais l'impression qu'elle a encore gaspillé ce qui pourrait être un excellent outil de storytelling, cette mallette-là. Mais en la donnant à The Miz maintenant, lui, c'est quelqu'un, je trouve, qui est une menace crédible, qui pourrait trouver un moyen de s'emparer du championnat du monde, que ce soit universel ou championnat WWE. C'est sûr que là, ses adversaires, c'est quand même des adversaires de taille. Là. C'est quand même Roman Reigns puis Randy Orton, mais quand même, The Miz a déjà été champion du monde. C'est un travailleur fiable qui est là depuis très, très, très longtemps. Puis si voir Otis devenir champion du monde, ça m'aurait un peu fait chier. Ça m'aurait diverti pendant 3 secondes, mais j'aurais trouvé ça ridicule. Voir Miz devenir champion du monde, ça m'intéresse. Je trouve qu'il le mérite. Ouais. Honnêtement, là, j'ai eu plus de plaisir à sortir mon recyclage cette semaine qu'à suivre cette rivalité-là. C'est n'importe quoi.
La parodie de Law and Order à SmackDown. Ouais, ils l'ont ramassé pis tout, là. J'ai bien fait ça. Mais sérieusement, je veux rien enlever à Otis qui était drôle, mais le heel turn de Tucker, who cares? Ouais. De Miz en 2020, who cares? Il lui-même a coolé off énormément par l'utilisation, par la redite, le partenariat avec John Morrison. Il n'y a rien de ce que Miz a fait dans les derniers 6 mois que je peux te nommer sans me demander si c'est arrivé pour vrai, ou si je l'ai inventé, ou si c'est juste passé dans le vide. Il n'y a rien de tout ça qui est intéressant. Puis techniquement, comme Mathieu disait, il y a un enjeu. Là, la valise Money in the Bank, c'est pas juste une décoration en métal pour vendre la merch. C'était un outil d'histoire dans le passé, très... Genre, Edge a fait sa carrière avec ça. Des gars comme CM Punk se sont propulsés. Ça sert à quelque chose, la valise Money in the Bank. Puis là, ça fait juste... C'est en juin, juillet qu'ils l'ont donné cette année, je me souviens plus. Mm-hmm. Ça fait des mois que c'est juste une farce, puis Otis a plus sa douce, a plus de partner, a plus de valise. Qu'est-ce qui reste? Pauvre Otis. C'est pitié pour pitié, justement. C'est vrai, hein? Il aurait pu aller cacher in à NXT tant qu'à ça. Tant qu'à faire un angle de boîte de comédie comme ça, essayez quelque chose. Faites de quoi? Parce que là, c'est juste un filler entre deux LNSL, de la mauvaise comédie à SmackDown, et là, t'as The Miz. Tu sais, honnêtement, là, soyez pas surpris s'ils jouent à la patate chaude avec cette affaire-là. Qu'ils vont juste à repasser une fois ou deux encore avant que ce soit définitif, ou qu'à un moment donné, une troisième personne va venir s'interposer, puis la gagner de l'eux-mêmes, ça va devenir le 24/7 Money in the Bank. Tu sais, ça a tellement été mal booké qu'il n'y a rien qui me surprendrait. Puis quand on est rendu à cette étape-là à la WWE, ben souvent on se ramasse avec des games de cartes en coulisses avec des légendes pour builder Randy Orton contre Drew McIntyre. Donc, tu sais, honnêtement, c'est ça. C'était pas très amusant. Messieurs, du côté de All Elite, on est le train est en pleine vitesse vers Full Gear. Avant de commencer à parler de ce pay-per-view-là, je veux savoir votre opinion parce que comme on n'était pas en ondes la semaine passée, je sais que ça a beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux. Même, on en a fait un post sur la page du Paquet. Qu'est-ce que vous avez pensé? On va commencer par Mathieu, du dîner débonnaire. Ben, moi, je comprends pas les gens qui n'ont pas eu de plaisir en regardant ça. Je veux dire, pour quelle raison tu écoutes la lutte en général? C'est pour être diverti, là. C'est pas juste pour voir des souplesses sur une autre souplesse, sur une autre souplesse. Là, on en a vu en masse dans notre vie. La manière, il y a comme une limite de ce que tu peux faire en réinventant un match de lutte en tant que tel. Et là, ben, avec MJF et Jericho, on a deux lutteurs, oui, à la base, mais c'est des entertainers qui sont plus complets, qui ont d'autres talents. Faut pas oublier que la lutte à TV, c'est... Je sais plus, je pense que je sais plus c'est qui avait cette formulation-là, mais quand tu écoutes Raw, c'est une émission de télé sur la lutte. C'est comme, à la base, c'est une émission de télé. Donc, c'est normal qu'il y ait des segments autres. Et là, ben, ces deux gars-là ont des talents de chant. On sait que Jericho est chanteur d'un groupe rock depuis plusieurs années. Là, j'ai appris en fait que MJF avait une formation en chant classique aussi. Quand il s'est mis à chanter, je fais comme holy shit, ils font pas ça pour rien, ce segment-là. Ils font ça parce qu'ils ont les capacités de le faire. C'était bien produit en général. C'était drôle. Il y avait du monde sur justement Facebook de petits paquets qui disait « Ah, je suis certain, si la WWE avait produit un tel segment, tout le monde aurait chialé contre le segment. » Je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, si la WWE avait fait un segment de la sorte, mais avec du monde qui n'ont pas les talents de chanteurs, les talents de danseurs, peut-être que ça aurait fait patate, mais là, étant donné qu'on avait les outils nécessaires pour faire fonctionner un segment comme celui-là, moi, j'ai absolument rien à dire contre ça. Et justement, ça faisait respirer le spectacle, le show de Dynamite. Donc, j'ai beaucoup aimé ça, puis ça m'a fait encore plus aimer MJF. On savait que c'était l'avenir de la lutte, ce gars-là, mais là, on voit qu'il est encore plus complet que ça à quoi on pouvait s'attendre. Là, justement, Stéphane, vers Full Gear, ça l'amène vers un affrontement avec Chris Jericho pour pouvoir faire partie du Inner Circle. Là, Jericho a déjà comme perdu contre Orange récemment pour un peu pusher
est-ce que Jericho peut se permettre de perdre contre MJF en fin de semaine? En même temps, est-ce que MJF peut se permettre de perdre parce qu'il est une star montante aussi? On fait quoi avec ce résultat-là? Est-ce qu'on fait un screwy finish ou... Je pense que tu peux faire un screwy finish, mais il faut que tu trouves une façon que MJF, soit tu le fais gagner, puis il vient être une plaie dans l'Inner Circle, ou tu utilises la carte pour que Wardlow l'empêche de joindre l'Inner Circle, et lui peut-être rejoindre l'Inner Circle à la limite pour se donner un push puis tasser MJF aside, parce qu'ils l'ont bien joué subtilement en même temps, en parallèle du tournoi pour le championnat mondial, que ils voulaient pas qu'on oublie que MJF tape ses nerfs à Wardlow. Même si c'est son bodyguard, puis techniquement, c'est lui qui signe son chèque, parce qu'il n'y a pas de contrat All Elite, mais ils l'ont souligné à quelques reprises, juste assez pour nous dire « Hey, oubliez-les pas ça que Wardlow est à bout, puis qu'il a envie de se débarrasser d'MJF. » Donc, cette carte-là est là. Il a dit que s'il gagnait le tournoi pour le number one contender, le title shot lui revenait à lui, MJF, parce que Wardlow était sa propriété. En partant, ça, c'est... Puis là, ils ont établi aussi que les autres membres de Inner Circle ne veulent pas de MJF. Ils veulent s'en débarrasser aussi. Donc là, je pense qu'on a un combat par équipe, Inner Circle contre Wardlow, MJF la semaine prochaine. On va probablement établir cette possibilité-là que Wardlow turn. Fait qu'au moins, on saura pas le résultat du combat avant de le voir. Fait que tu peux aller dans la direction où Jericho perd, puis que là, MJF rentre dans l'Inner Circle, puis tout le monde ne veut pas le voir là. T'as le scénario inverse où il se fait kicker out, puis après ça, t'as une rivalité MJF contre l'Inner Circle avec tous les membres. Donc, dans les deux cas, je trouve que c'est payant, puis c'est du bon booking. Puis pour ce qui est du dîner débonnaire, je l'avais mis sur le Facebook du Faquet pour entendre le monde, parce que j'ai aimé ça. Mais je l'avais regardé en même temps avec ma blonde qui écoutait Dynamite avec moi ce soir-là, puis j'avais un peu sa réaction à elle, qui connaît moins un peu la lutte, puis qui est moins investie. Et elle avait un peu la même réaction que quand on regarde une série télé, puis que c'est un épisode chantant out of nowhere. Des fois, c'est le meilleur épisode de la saison, puis des fois, c'est juste celui que tu réécouteras jamais parce qu'il est un peu bof. Et le dîner débonnaire, j'étais entre les deux. J'ai aimé l'idée, j'ai aimé le flash, j'ai aimé l'hommage, mais c'était 1 minute trop long. Il manquait un peu de rythme pour que je dise « Wow, c'était génial ». Tu sais, ils l'ont bien fait, c'était drôle, c'était funny. Mais c'est ça, je leur ai resserré juste une bonne minute pour, tu sais, j'ai compris le gag, il était bien fait. On passe à un autre appel parce que, tu sais, tu le voyais qu'après, là, quand ils ont fait la deuxième loop du refrain, puis après ça, ils revenaient à la table, c'était mort, c'était flat. Là, ils savaient plus quoi faire avec ce segment-là. Fait que, tu sais, c'est un peu des détails, mais sinon, c'est quand même très drôle. Ça a l'air que MJF voulait le faire avec une tune d'Elton John, j'aurais adoré ça. Je pense qu'ils n'ont pas été capables d'avoir les droits, fait qu'ils se sont tournés, c'est Fred Astaire, je pense, la chanson, le My Body. Ah, c'est Frank Sinatra. Frank Sinatra, c'est ça, bon. Fait que, tu sais, c'est correct, là, c'était quand même drôle, mais je pense que j'aurais aimé le petit clin d'œil à Elton John avec les deux. Mm-hmm. C'est drôle. Puis, regarde, là, ça fait 1 mois, je pense, qu'MJF tourne autour de Jericho avec des petits clips de comédie comme ça. Je pense que le combat va juste faire du bien. On ramène ça dans le ring un peu. C'est quand même la force des deux. Jericho est capable de mener un combat, puis MJF se débrouille très, très bien. Puis ça fait du bien aussi de voir, tu sais, Jericho a droppé le championnat. Puis c'est ça, ils l'ont juste sorti du portrait graduellement, un peu de combat d'équipe, un peu d'autres rivalités. Puis il est encore un des gros joueurs de All Elite, mais pas du tout proche du championnat, pas du tout proche du TNT Championship. C'est juste complètement d'autre chose. Puis c'est la force du booking à All Elite, c'est que t'en as un peu pour tout le monde. Puis c'est pas juste 2 grosses histoires qui runnent le show. Parce que si Jericho puis MJF t'intéressent pas, t'as plein d'autres affaires dans Dynamite qui vont venir te chercher après, incluant le dîner débonnaire. Si t'aimes pas ça, c'est 3 minutes. Merci, bonsoir. On passe à un autre appel. C'est ça. Quand tu annonces un bracket pour un tournoi, la première chose que tu fais, c'est regarder d'un bord, regarder de l'autre, faire comme à quoi ça peut ressembler en finale. L'affrontement qu'on a tout le monde vu, c'est l'affrontement entre Omega et Hangman Page. Et c'est ce qu'on va avoir à Full Gear. Je pense que c'est le résultat que tout le monde souhaitait. Puis, il y a plusieurs moyens là, de s'en aller pour ce combat-là. Là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Hangman Page va être une superstar quand il va... juste en storyline, là, quand tu vas réussir à passer par-dessus tes problèmes. Puis, quand on va avoir passé l'épisode où il va être en désintox, là... mais tout ça pour dire qu'en tout cas, ça va être
parce que ça s'en vient, là, ça c'est sûr. Ça risque d'être... Il y a des chances que ce soit un des meilleurs combats de la soirée. Solide. Puis je pense que le placement du combat dans la carte va un peu nous indiquer la tournure des événements, parce qu'on va en parler peut-être tantôt, les Bucks affrontent aussi FTR avec une stipulation. Donc, si les Bucks perdent avant ce combat-là, il faut surveiller peut-être un Omega Bucks pour tasser Adam Page. S'ils le font avant, on va peut-être avoir straight Omega Page, sans histoire, sans angle, juste les anciens coéquipiers, puis Omega qui continue à mousser son personnage désagréable au possible. Là. C'est subtil, c'est plus subtil pantoute, là. Son entrée est zéro subtile avec la présentation puis les accolades, mais dans le ring, c'est subtil, les petits changements qu'il a fait à son style, juste pour être... Il est pas heel, il est pas face, il est juste gossant. Genre, je le sais que je suis bon, puis je suis au-dessus de mes affaires un peu. Là, ça a failli, il mord d'en face contre Pentagon cette semaine, mais tu sais, contre Sonny Kiss, il l'a squashé. Donc, j'aime le pivot d'Omega, que là, il est redevenu singles. Il appuie énormément sur toutes ses accolades du passé. Il est invaincu en solo en 2020. Tu sais, ils mettent beaucoup d'emphase sur le fait que Omega est le domaine, ce qu'ils n'ont jamais fait depuis le début d'All Elite. On a commencé à le présenter comme le AAA champion. Il y avait la ceinture cette semaine cachée en dessous de son chandail. Parce qu'en plus, c'est ça, ils ont confirmé qu'il allait la défendre en décembre, cette ceinture-là. Ouais. Donc, techniquement, il va avoir le droit d'aller au Mexique. Donc, tout ça fait que, tu sais, Kenny Omega, on pourrait dire que c'est le heel d'emblée, mais c'est pas encore tout à fait fait. Il est encore un peu entre les deux. Il est encore un peu tweener. Son entrée est over the top, mais pas heel. À moins que l'utilisation des danseurs, je m'en passerai un peu, mais, tu sais, je comprends pourquoi c'est là. Mais c'est à Full Gear que là, tu peux le déterminer parce que tu peux encore faire que Hangman Page, all along, était avec FTR et tu peux propulser ça vers un angle de Horseman. Ça pourrait être Page le heel à la fin de cette histoire-là qui bat Omega puis qui oblige Omega à descendre un peu de niveau, ou tu y vas full-blown, que là, c'est Omega qui devient le méchant. Les Bucks sont frustrés parce qu'ils peuvent plus avoir accès au championnat par équipe. Donc, ils se disent « fuck it, on va juste tout péter ». Et t'as un The Elite méchant, un peu comme dans le temps du Bullet Club, quand il était Ring of Honor New Japan. Donc, tu sais, j'aime que tu t'ouvres ces portes-là. Il n'y en a aucune qui est fermée. C'est pas... Tu sais, on se doutait que c'était ça la finale du tournoi, fait que t'avais fermé des portes un peu pour les autres histoires. Mais c'est ça. Tu sais, si j'arrive dans un combat avec un enjeu, un background, et que je ne sais pas lequel des deux va être gentil, méchant, gagnant, perdant à la fin, ben, je considère que c'est bien fait, parce qu'après, je vais être obligé de m'asseoir devant et de les laisser me raconter l'histoire qu'ils veulent me raconter, au lieu de juste me dire hey, « ça, je l'ai vu venir, ça, je m'en doutais, c'est lui le tueur. » Tu sais, c'est ça qui est cool. C'est pas compliqué, là, c'est juste bien fait, puis tu garder des angles. Tu as dit quelque chose sur lequel je veux bouncer, justement, l'affrontement entre FTR et les Young Bucks pour les championnats par équipe. On a rajouté une stipulation que là, les Young Bucks, s'ils perdent, ils vont plus jamais challenger pour les titres par équipe. Mathieu, on vient de la... Ça fait pas longtemps, on a déjà runné cette stipulation-là, puis c'est pas quelque chose qui, à mon avis, peut être... C'est ça, puis c'est pas quelque chose qui peut être utilisé 2 fois dans la même année. Moi, ça enlève un peu de l'impact à ce genre d'affaires-là. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, je partirais d'un petit peu plus loin. En fait, ce que je trouve un petit peu dommage avec ce match-là, FTR contre les Young Bucks, c'est que c'est un match qu'on a commencé à nous hyper il y a de cela à peu près 3-4 ans, à peu près quand le FTR était encore de revival, la WWE, on sentait que commençait à être assez insatisfait de leur utilisation, commençait sur Twitter à dire un jour, préparez-vous mentalement, les Young Bucks contre le Revival vont s'affronter, ça va être un grand match de lutte. T'sais, on avait envie de voir ça, puis quand on a vu FTR arriver à AEW, on s'est dit, bon, enfin, la prophétie est sur le point de se réaliser, puis il y avait comme une espèce d'engouement pour ça. Et là, on arrive à ce moment-là qui nous a été annoncé il y a une couple d'années, mais je sens pas qu'il y a autant d'engouement que ce qu'il devrait y avoir. Et donc, quand j'ai vu qu'ils ont ajouté cette stipulation-là, j'ai comme eu l'impression
je dirais pas nécessairement que c'est un move de panique, mais qu'ils ont voulu. Peut-être qu'ils sentaient que la balloune était en train de se dégonfler, puis ils ont voulu insuffler une espèce d'enjeu additionnel pour nous réintéresser dans ce match-là. Mais je vois plus ça comme étant, malheureusement, une espèce d'échec de storytelling plutôt que d'une stipulation qui est vraiment intéressante. Puis, tu sais, je veux dire, à la limite que Cody lui-même ne puisse plus challenger pour être champion du monde de AEW, il y en a beaucoup d'autres des champions potentiels. C'est pas dramatique. Puis bon, ils ont quand même fait gagner le championnat TNT. Il y a d'autres championnats en solo. Mais que les Young Bucks, qui sont vraiment le noyau là, de la division par équipe de cette fédération-là, ne soient plus en mesure, eux, dans tout l'avenir de la compagnie, de devenir champion. Je trouve ça un petit peu absurde. Alors, j'ai hâte de voir où ça va aller, mais on dirait que je vois mal une situation où les Young Bucks perdraient un match avec une telle stipulation. Ben, là-dessus, je pense que c'est dans le wording. La stipulation dit que les Young Bucks ne pourront plus envoyer de challenge pour les championnats par équipe. Je pense qu'ils vont peut-être juste contourner ça en on va tellement gosser les champions qu'à un moment donné ils vont se tanner puis ils vont nous donner une shot anyway ou on va gagner un tournoi ou tu sais. Je pense que la stipulation est juste creuse pour monter, comme tu dis, un peu, sortir, briser le saut de panique, voir qu'est-ce qui va arriver. Mais je pense que c'est pas l'intention de juste dire ils seront plus jamais champions par équipe. Je pense que c'est juste de. Tu peux alimenter après ça des Young Bucks méchants et même jouer la carte qui sont propriétaires de la maudite business pour dire ouais, bon, on a dit ça de même, ça nous empêche pas d'organiser telle affaire. Puis tu peux le jouer surtout et qu'il soit vraiment désagréable. Ouais. On va voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Moi aussi, je trouve ça un peu tel que tel. Là. C'était pas nécessaire. L'angle de blessure me suffisait. Comme le fait de jouer la blessure, tu justifies que ce combat-là va être plus court puis que les autres vont venir après. Mais regarde, ils voulaient doubler la mise, peut-être donner un peu d'impact aussi à FTR, qui c'est pas spectaculaire. Là, leur règne par équipe, c'est intéressant, c'est le fun, mais on dirait que c'est un peu tout le temps la même chose. Donc, ça manque un peu de direction. Fait que c'est peut-être le premier coup de barre pour justement faire de quoi de concret avec ça, parce que tout ce monde-là stagne un petit peu si tu n'écoutes pas Being the Elite. Dans Being the Elite, ils font avancer bien des affaires, mais quand tu regardes juste Dynamite, c'est un peu tel que tel. Ça, c'est un problème, par exemple. Éventuellement, il va falloir qu'on se déconnecte de Being the Elite, que ce soit plus prenante. On en a déjà parlé. Moi, je m'en au nombre d'heures de lutte qu'il y a dans la semaine, j'ai pas le temps d'écouter Dark et Being the Elite. Alors, Dark, je l'ai pas écouté une fois depuis septembre, je pense. Puis s'ils veulent mettre une autre émission de télé en plus à TNT, c'est pas fait, là. Il y a plein d'autres choses intéressantes sur le pay-per-view. Là, rapidement, il y a l'affrontement de Cody contre Darby Allin pour la ceinture TNT. John Moxley défend la ceinture de champion du monde contre Eddie Kingston. Le premier match avait été excellent. Fait que là, en Quit Match, je pense qu'on a des belles attentes par rapport à ça. Matt Hardy, Sammy Guevara dans un Elite Deletion match. Fait que un match qu'on va probablement cinématique. Ça va être intéressant de voir ce qui va arriver de ce côté-là. Comment? C'était au Hardy Compound? Bon, ben, oui, c'est confirmé qu'ils voulaient le faire depuis longtemps, puis là, c'est là qu'ils le font. Fait probablement qu'il va y aller all-in avec tous les personnages de la grande famille Hardy, sauf Jeff. Donc, attendez-vous à une espèce de délire complètement fou pour Sammy. Oui, moi, je suis content parce qu'honnêtement, tu sais, comme quand Matt est arrivé à All Elite, il est arrivé en full broken gimmick. Il s'est éloigné de ça, il est redevenu un peu, tu sais, comme Matt Hardy. Moi, Matt Hardy, je m'en torche. Dans la gimmick du Broken Matt, des fois, ça vient pas mal plus me chercher. Il y a quelque chose de plus intéressant dans ce personnage-là que dans Matt, qui est un family man. Là. Donc, tant mieux, espérons que ça va y redonner du temps dans les poils. Puis ce match-là va être cinématique, va être dans un environnement contrôlé. On se souviendra que le dernier affrontement entre Matt Hardy et Guevara, ça avait été un malaise avec Matt Hardy qui se cogne la tête contre le sol. Puis on avait de la difficulté à continuer de regarder. Fait que moi, initialement, quand j'ai vu qu'il allait poursuivre cette rivalité-là entre les deux, j'avais pas envie de
de donner de l'attention à cette histoire-là, parce que je trouvais que justement, il avait mal géré la situation initialement, mais là, peut-être qu'effectivement, faire un match cinématique, c'est la bonne option pour faire quelque chose qui peuvent être certains qui va être présentable. Ouais, ça devrait être drôle. Absolument. Fait que 7 novembre à écouter Full Gear, je pense que ça risque d'être très intéressant. Stéphane, je pense qu'il y a assez de temps qui est passé qu'on puisse se permettre d'en parler sans que ça spoil rien aux gens, parce que si vous ne le savez pas, ben vous le savez pas. Le G1 a couronné son nouveau champion, son nouvel aspirant, puis on est allé dans on a pris un chemin familier, là. Regarde, ils ont bien fait ça. C'est la deuxième année consécutive qu'Ibushi gagne le G1 Climax. Donc, c'était le gagnant d'un groupe A complètement débile avec Okada, avec Jay White, contre le gagnant Sanada du groupe B. Un petit peu une surprise, mais on a toujours aimé Sanada dans le G1. Puis là, on s'est dit, on va lui donner là. Gagné contre Evil dans la dernière journée du groupe B, donc ça mérite la place. Ça a donné une bonne finale. C'était loin d'être le meilleur combat du G1. Il y a eu tout se passait dans le groupe A. Si vous avez du rattrapage à faire, regardez les soirées du groupe A. Il y a des combats 4-5 étoiles à tous les soirs. Tous les combats impliquant Ishii, Ospreay, Ibushi, c'est de l'or en barre. Suzuki a eu un gros G1 aussi. Du côté du groupe B, c'était plus faible. Naito était un peu sur le pilote automatique. Tanahashi a eu un bon G1. Mais tu sais, ce qui était vraiment intéressant, c'est ça. Là, on installe Ibushi, Naito, tombe 52, je sais pas, ils se sont affrontés vraiment souvent pour le titre intercontinental dans les années passées. Ils ont fait de l'aller-retour. Là. Les deux se sont donné des victoires. C'était toujours très, très violent. Sauf que là, Naito est toujours double champ. On a confirmé que ce sera encore 2 soirs au Tokyo Dome devant des gens. Donc, je ne sais pas si on va rouler encore la dynamique d'un championnat un soir, puis le gagnant affronte un autre aspirant le lendemain, ou si on va garder un gros combat. Ça, ils vont se donner, j'imagine, le luxe de le booker en temps et lieu, mais ça va être devant 20 000 personnes chaque soir au Tokyo Dome. Et Ibushi, Naito, honnêtement, c'est un excellent main event. Peu importe de quelle soirée tu choisis, tu le sais que tu vas avoir un combat de 40 minutes, mur à mur, et soit tu couronnes Ibushi comme étant le prochain gros face de ton organisation, ou tu le fais tourner contre Naito, qui est ton gros face de toute façon. Et là, tu as Ibushi. Tu peux aller dans les deux sens. Naito a eu, à part la petite écartade avec Evil et la pandémie, un règne intéressant. C'est juste que là, c'est ça. L'année 2020 est étrange. Mais ironiquement, c'est même pas l'affaire que je retiens, moi, du G1. C'est la finale, c'est la grande histoire. Mais le moment le plus intéressant du G1, c'est comment on a sorti Okada du portrait pour le championnat du monde avec Will Ospreay qui a tourné sa veste. Contre lui, avec un allié qui est de retour à la New Japan après son excursion. On l'avait jamais fait. Will Ospreay était toujours très face, toujours très apprécié, mais là, il fait son saut chez les lourds officiellement, donc participer au J1 pour se faire une place, ça marchait semi. Donc, le tourne sa veste contre Okada, avec le speech qui vient avec, tu m'empêches de progresser, je suis dans ton ombre, patati, patata. Sauf que là, tu installes Ospreay Okada, probablement pour Wrestle Kingdom, qui va être un excellent combat avec pas de ceinture. T'es pas obligé d'avoir Okada tout le temps dans ton spot principal pour qu'il devienne une vedette de ton show. Et là, tu utilises Okada pour solidifier Ospreay, qui lui a déménagé au Japon pour faire sa carrière à la New Japan à temps plein. Donc, est investi. Ils peuvent miser sur lui comme ils misent sur Jay White, qui est lui aussi installé au Japon. Donc, tu sais, t'installes Ospreay Okada, t'installes le Jay White et le Bullet Club contre d'autres adversaires potentiels. Ishii, qui est toujours un gros nom, puis Shingo Takagi. Là, c'est autour du Never Openweight title, mais ils vont faire de quoi de gros avec lui. Il est hallucinant, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Donc, tu sais, en un tournoi, après une pandémie, un été bizarre, du booking approximatif, ils nous ont tout de suite remis dans le chemin que, hey, oubliez pas que Wrestle Kingdom, ça va être de la bombe. Et là, ils ont moins de temps pour l'installer, parce qu'on a novembre, décembre, il va peut-être avoir je pense que c'est Power Struggle, le pay-per-view en novembre. Sinon, il n'y a pas de gros show en décembre à la New Japan. Historiquement, ils font juste des trucs, des 4 contre 4, des 3 contre 3, ils font juste se préparer doucement. Donc, tu vas avoir un show pivot, ils vont tout installer ça, puis après, ça va être rendez-vous en 2021, on part l'année avec Wrestle Kingdom. Donc,
Vous allez avoir du temps. Si vous voulez faire du rattrapage, c'est parfait. Là. Prenez un peu de temps. Là. Tout ce qui est le bloc A, c'est magique. Il y a vraiment de l'excellente lutte là-dedans. Storytelling et technique. Là. Puis les gens ont juste pas rien parce que techniquement, ils sont supposés rester chez eux. Puis, entre autres aussi, je fais une mention parce que je ne l'ai pas vu. Il y en a un qui me spoil, je le slog. NXT UK ont reparti. Il y a finalement eu l'affrontement de Walter et Dragunov que j'ai très hâte d'écouter, que je n'ai pas vu encore. Fait que, messieurs, en terminant, il y a une autre victime du coupage de nom à la WWE. Et Riddle a perdu le match. Hey. Ça va finir par une gimmick de Riddler, ça là. C'est exactement ce dont j'avais peur là, en voyant ça. Là. Genre, il va poser des énigmes ou il va être lui-même une énigme. Puis en plus, il me semble que tout ça vient, selon les nouvelles que j'ai lues, du fait que Vince a été impressionné par l'affrontement avec Sheamus. J'avoue que moi, j'ai regardé ce match-là et je trouvais qu'il manquait un peu de chimie entre les deux. Je trouvais pas que c'était particulièrement un bon match, mais bon, on connaît le jugement de Vince. Et ce qui me fait peur, en fait, c'est qu'on veut lui donner, non seulement on change de nom, mais on veut lui donner un personnage qui est plus sombre. En fait, je pense que ce qui rendait le personnage de Matt Riddle intéressant, c'est son côté un peu bro avec les go-guns qui pitch, puis un peu relax. Si tu fais de lui un lutteur sérieux, ben, il devient tout d'un coup très générique. Là. Je pense qu'on s'enligne pour faire ça avec Biggie aussi de l'autre côté. Alors, c'est malheureux qu'on gaspille justement les lutteurs qui ont une attitude naturelle à être un peu drôle puis sympathique. Là. Ça n'a pas besoin d'être toutes des machines à tuer sanguinaires. T'sais. Cette haine d'avoir un nom puis un nom de famille, en tout cas, c'est ridicule. Tu dis que Vince a été impressionné. C'est probablement la première fois que Vince le voyait. Peut-être, oui, c'est ça. C'est probablement juste ça qui est arrivé, puis regarde, ça, on pensait qu'ils ne gâcheraient pas Matt Riddle, mais ils sont capables. Je veux faire une mention de ce qui s'est passé à Impact en fait, semaine passée. C'est une fédération qu'on laisse souvent de côté parce que on les prend pas au sérieux. C'est juste qu'à un moment donné, ils sont loin dans l'organigramme en fait, en termes de joueurs. Quoique de plus en plus, on essaye de signer des signatures intéressantes. À toutes les fois où je sens que je pourrais peut-être avoir de l'intérêt pour cette fédération, bien là, il arrive des affaires comme à Bound for Glory, où après nous avoir promis de la description française en ramenant Marc et Sylvain, là, on a des problèmes. Un pay-per-view qui a été le pay-per-view complet a été marré par des problèmes techniques. On n'a pas réussi à avoir la description française, ça n'a pas fonctionné. C'est très plate, non seulement pour nos amis Marc et Sylvain qui étaient très contents d'avoir cette opportunité-là, mais pour les fans au Québec qui se rappellent d'Impact parce que ça a vécu, entre autres, sur les ondes de RDS. Puis c'est comme. Ils sont difficiles à prendre au sérieux quand des affaires comme ça arrivent tout le temps. Ouais, c'est vraiment plate pour Marc. Je l'entendais en entrevue une couple de fois avant ça. Là. Il a jasé avec des médias, puis tu sentais qu'il était content puis qu'il avait juste hâte. Ah oui. Ils ont fait ça pendant quoi, 14 ans, RDS, 12, 14 ans, il y a un bon bout. Tu sais, oui, Impact, là, c'est rendu le 5e joueur à peu près, puis c'est plus ce que ça a déjà été. Mais c'était pas grand-chose de juste avoir un feed en français. Je sais pas c'est quoi les difficultés techniques. J'ai regardé 45 secondes de Bound for Glory, là, ça m'intéressait vraiment pas. Mais semble-t-il que la production du show au complet était juste botchée un peu. Il y avait pas de foule, pas d'effort vraiment. Puis le booking était catastrophique, semble-t-il. Le Call Your Shot Gauntlet Royal Rumble avec des invités, puis Hornswoggle, puis tout ça. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire. On dirait qu'ils essayent de faire comme la WCW en 2000, de juste dans toutes les directions. Là, ils ont l'air de vouloir redoubler la mise avec une championne, avec une femme comme aspirante chez les hommes, mais ça marche moins. Puis là, ils perdent des morceaux. À chaque fois qu'il y en a un qui a un semblant de push, il s'en va. Là, t'as EC3 qui est avec eux autres, mais qui est avec la Ring of Honor en même temps. Regarde, associez-vous avec quelqu'un puis faites de quoi de sérieux. Tu sais, revenez avec la NWA. Je comprends juste pas. Vous avez un spot à la télé. Il y a quand même un petit auditoire. Là. C'est pas débile, mais ils ont quand même un following intéressant. Ils ont un beau spot, c'est le mardi à la télé. Faites de quoi? Parce que d'une semaine à l'autre,
ils ont l'air de tout mettre dans un chapeau, ils brassent, puis c'est comme, cette semaine, qui qu'on a disponible? On a eux autres, bon, on va faire de quoi avec eux autres? Il n'y a pas de... Fait que personne n'est investi à long terme, à impact. C'est malheureux, parce que Kim, il roule depuis quasiment 20 ans, je pense, 18, 20 ans, là, c'est pas... Ils sont pas en précarité, donc ils devraient être capables de trouver un peu de momentum, puis ils sont pas capables. Ils Bound for Glory, techniquement, c'était un gros show, puis ça a fait patate. Tu parlais de problèmes techniques, mais c'est pas juste des problèmes techniques. Là. De ce que j'ai vu, j'en ai vu juste des extraits, mais c'est vraiment comme un show qui a été botché, notamment un segment backstage entre Rhino et Heath Slater, où ce qu'ils ont présenté, c'est la version non montée. Tu as eu les deux, les deux lutteurs commencent leur segment, là, ils s'en fâchent, ils sont comme non, ok, on leur recommence. Là, ils se réveillent un petit peu, puis là, ils font le segment, mais ils nous montrent le rush au complet, ils n'ont pas le montage. Pas le montage. Comment on n'a pas tout un problème technique, c'est que vous n'êtes pas sérieux dans votre travail. Ouais, puis pendant ce temps-là, on les néglige tout le temps, mais Ring of Honor sont en train, très discrètement, de juste reprendre de la vitesse. Eux autres, ils ont décidé de faire des enregistrements télé en huis clos, puis de faire leur petite patente tranquille, le tournoi Pure. On a les finalistes d'ailleurs et tout, puis on a aussi rapidement Marty Scurll et plus d'implant. On a eu des nouvelles de Marty Scurll, on n'avait pas entendu parler depuis le Speaking Out cet été, mais là, ça a l'air qu'il a été tassé, il n'est plus sur la page de Ring of Honor, il n'est plus parmi les lutteurs actifs, et il n'est plus impliqué au niveau du booking. On se souvient qu'avec son contrat, il était signé comme étant le booker principal de Ring of Honor, en plus d'être un lutteur, c'est pourquoi il était resté, il n'était pas hors le lit, il était tassé, c'est Delirious qui a repris les commandes du booking, on fait le Pure Tournament, puis honnêtement, je pense qu'on fait juste comme s'il n'était pas là en attendant de savoir, parce que lui est un de ceux qu'il n'y a pas eu de rétractation. Les allégations contre lui sont encore là, puis c'est avec une personne mineure, donc c'est quelque chose qui est très épineux, qui pourrait aller devant la justice. Puis je pense que Marty Scurll est juste... on va le payer à rester chez eux, puis on va faire comme s'il n'existait pas, mais Ring of Honor rebondit, contrairement à Impact, qui trébuche puis qui vire dans le vide. Ring of Honor font leur petite patente. Et moi, ils m'ont surpris avec la finale du Pure Tournament. On n'est pas rendu là à RDS2. Fait qu'on va... Non, on le spoil pas. On présente la deuxième portion de la première ronde dans notre prochaine émission. Mais sinon, ils font de belles petites jobs tranquilles. Puis quand ils vont être prêts à revenir, j'espère qu'ils vont être capables de revenir pour un Final Battle en décembre puis faire quelque chose de cool. Là, ça va être intéressant. Parce que, c'est ça, d'habitude, en décembre, c'est leur gros show à Ring of Honor. Ils finissent l'année. Fait que j'espère qu'ils vont être capables de fermer tout ça cette année puis de repartir 2021 avec une bonne base. Parce qu'eux autres aussi, là, ça fait longtemps qu'ils sont là. La pandémie leur a fait vraiment mal. Mais ils ont fait attention à leur monde. Ils ont payé leurs lutteurs. Ce PCO nous l'a confirmé. Le Ring of Honor, tous les contractuels recevaient des chèques encore. Donc, c'est une compagnie qui est sérieuse, qui est assez solide à cause de la télévision. Eux autres, ils ont des partenariats câblés un peu partout aux États-Unis. Donc, ils ont plein de petits deals TV qui les maintiennent. Donc, ils sont là, ils sont encore vivants, puis ils vont rebondir, là, même si on les voit moins de ce temps-là. Mathieu, je veux savoir quel film côté 1 tu as écouté dans les dernières semaines? En fait, c'est le mois d'octobre, on se rapproche de l'Halloween. Fait que cette semaine, c'était Psycho, un classique de Hitchcock. Il y a beaucoup des films de Hitchcock qui sont cotés 1, donc ça fait bien avec l'humour. Mais étant donné que tu m'ouvres avec l'humour, avec l'horreur, qu'est-ce que je dis là? Oui, Hitchcock est synonyme. C'est drôle, Psycho. Mais étant donné que tu m'ouvres la porte, j'avais pas terminé la série la semaine dernière, donc j'avais pas encore pris la peine d'en parler. Mais là, l'Halloween, c'est demain. Ceux qui n'ont pas de plan de journée aujourd'hui et demain ou de plan de soirée, je vous encouragerais de binger de Haunting of Hill House. En fait, je sais que Stéphane, tu avais déjà vu cette série-là. Oui. Après, ma blonde qui me l'a proposé. Moi, je connais pas ça m'intéresse pas, ça va être botché. Elle dit non, Stéphane a déjà écrit sur ça, c'est vraiment winner. Stephen King aussi dit que c'est comme un des derniers grands chefs-d'œuvre de l'horreur. Je fais OK, je vais donner la chance au coureur. Puis effectivement, j'ai été comme vraiment impressionné par cette série-là. Puis oui, c'est présenté comme étant une série d'horreur, mais on n'est pas dans l'horreur des sauts un peu cheap. C'est vraiment une série avec une très belle profondeur psychologique. Tout est une métaphore de quelque chose d'autre. Très bien écrit, très bien réalisé, très bien interprété. Vraiment, ne boudez pas votre plaisir et allez écouter The Haunting of Hill House. Il y a comme une espèce de pseudo-suite là, qui existe, là, un autre Haunting de quelque chose d'autre. Je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder, mais en tout cas, la première est excellente. C'est Bly Manor, je pense. Ouais, mais c'est ça, c'est pas exactement... C'est avec les mêmes acteurs, mais pas la même affaire. C'est la même équipe, mais l'histoire n'a pas rapport.
Hill House, non seulement parce que moi, je suis pas un fan d'horreur à la base. Je trippe pas. Je veux dire, j'écoute les classiques, j'en écoute, mais c'est pas quelque chose qui vient me chercher. Puis ça, j'ai aimé ça parce que c'est plus. C'est du gros thriller, c'est du gros. Tu vis. Puis, en plus, côté télé, ils ont fait des affaires vraiment hallucinantes. Le 6e épisode est shooté sur 4 plans séquences, dont un qui dure 14 minutes. Puis, parce que je me suis renseigné après l'épisode, parce que j'étais comme, what the fuck, ça va être donc bien cool comment ils ont fait ça. Puis, oui, absolument, c'est une bonne suggestion, Mathieu, en fait, semaine d'Halloween. Ouais. Puis, petit élément de trivia aussi, pour ceux qui n'auraient pas fait le lien. Donc, il y a le père de famille, le personnage qui s'appelle Ryu. Il y a une version jeune et une version plus vieux. C'est 2 acteurs différents. La version jeune, c'est quand même un acteur comme fin quarantaine. C'est le petit Elliot dans E.T. qui a vieilli. Donc, c'est le même acteur. Donc, pour faire des petits liens. Du petit trivia. Ouais, c'est toujours drôle quand on les voit vieillir, ces child actors-là. C'est ça. Ben, messieurs, je vous remercie pour un autre bel épisode cette semaine. Soyez prudents dans vos célébrations d'Halloween en fin de semaine. Oui. Célébration, tu veux dire manger des bonbons en bobette sur mon divan? Exactement. Je trouve que c'est la meilleure manière de passer l'Halloween cette année. C'est safe. Merci à Roxane à la console. Merci à tout le monde qui continue de nous écouter et de venir interagir avec nous autres sur la page Facebook. On apprécie toujours ça, voir vos opinions, même si souvent vous avez tort, mais c'est pas grave. C'est de même. Les gens n'ont pas raison. On est habitués. C'est ça. Puis, on vous remercie de continuer d'être avec nous autres. Puis on se reparle dans 2 semaines. OK, oui. OK, tout le monde. Adios.